Bonjour à tous, nous sommes Paula, et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons de la peinture Les radeaux de la Méduse, de Géricault et de l'événement historique que la peinture représente. Les radeaux de la Méduse est l'œuvre la plus populaire de Théodore Géricault. Il est né le 26 septembre 1791 à Rouen. Sa famille est riche et il a étudié à l'école des beaux-arts de Paris. Depuis qu'il était jeune, il a montré un grand intérêt pour les animaux. En 1816, il a vu le naufrage de la frégate française Méduse sur la côte mauritanienne, expérience qui lui a inspiré de peindre l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui. À cours de sa carrière, il a expérimenté différentes techniques artistiques telles que l'huile, l'aquarelle et le dessin. Il s'est également intéressé à l'anatomie et aux cheveux, comme on peut voir dans d'autres de ses œuvres. Cependant, il a également dû faire face à des difficultés personnelles. En 1819, son meilleur ami est mort, et cela lui a provoqué une dépression. Il a souffert aussi d'une série de relations amoureuses turbulentes. Et en 1821, il a eu un accident de cheval qui a causé des problèmes de santé pour le reste de sa vie. Il est mort à l'âge de 32 ans, le 26 janvier 1824 à Paris, d'une maladie pulmonaire. Malgré sa courte vie, son héritage artistique a influencé des artistes suivants comme Eugène Delacroix et Gustave Courbet, et il est toujours connu pour son œuvre et sa contribution à l'art. Ce tableau monumental, de près de 5 mètres sur 7, est bien plus qu'une simple étoile. C'est un témoignage vivant d'une des plus sombres pages de l'histoire maritime. Mais attention, cette toile n'est pas juste une œuvre d'art à contempler. C'est aussi un rappel solennel. Il raconte l'histoire de la Méduse, un bateau qui, chargé de transporter les personnels administratifs nécessaires au fonctionnement de la colonie, a eu également à son bord les soldats d'un bataillon d'infanterie de marine ainsi que les compagnes, qu'on appelait alors des femmes de troupe, en étant un total de 400 passagers. Le 12 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échouait au large de la Mauritanie. Le capitaine Chaumery, qui n'est pas très bon en navigation, a déjà fait une erreur en calculant la position du navire, le faisant dévier de 110 km. Il en fait une deuxième encore plus grave. Le 1er juillet à 20h, il pense avoir repéré le Cap Blanc à nord-ouest de la Mauritanie. Mais en réalité, il est né encore à 30 km de là. À partir de là, tout va de mal en pis. Dans la matinée du 12 juillet, sur le conseil de Richefort, il met dans les cars vers le sud, croyant se diriger vers l'embouchure du Sénégal. Les ciels gris et la température montent brusquement de 15 à 22 degrés. Vers 15 heures, devant l'inquiétude grandissante de l'équipage, 2 officiers décident de contrevenir aux ordres et de sonder, ce qui donne 18 brasses, puis 10, puis 6. Il est trop tard pour intervenir et la frégate, qui court bien derrière à son allure la plus rapide, se jette de toute sa force sur une barre. Malheureusement, il n'y a pas assez d'embarcations pour évacuer les quelques 400 marins, soldats et passagers. La frégate ne dispose que de 4 canons, ainsi que d'une chaloupe et d'un barque. Le colonel Schmaltz décide alors de faire construire un radeau en moyen de massier, des planches de récupération et d'énormes cordages. Les 6 embarcations transportant les personnages importants sont assez peu chargées, alors que le radeau, où ont pris place la plupart des bataillonnaires, s'enfonce sous le poids de ses passagers, qui ont de l'eau jusqu'à la ceinture. Les 6 embarcations, libérées de leur fardeau,
recommencent leur chemin, se séparant les uns des autres avant de disparaître subitement à l'horizon. Sur les radeaux, les 147 naufragés sont tellement serrés qu'ils ne peuvent s'asseoir. Dès la première nuit, certains sont projetés par-dessus bord. D'autres ont les jambes brisées entre les poutres mal jointées ou se nouent volontairement. La provision de biscuits de mer, sous nourriture embarquée, est terminée en 24 heures. De la deuxième nuit, une rébellion éclate, et au lever du jour, on comptera 69 cadavres, tout parmi les soldats. Quelques jours plus tard, une deuxième révolte fait plus de 30 morts, toujours parmi les mutants. Au bout d'une semaine, il ne restait que 30 survivants. Sous l'empire de la nécessité, ils se sont mis à manger les cadavres de leurs victimes. Un dernier conseil de guerre se réunit et décide que 12 naufragés sont trop faibles pour survivre. Ils ont donc jeté à la mer. Lorsque le surlendemain, le 17 juillet, l'Argour retrouve enfin le radeau. On est de nombreux, plus que 15 survivants à bord. 5 d'entre eux mourront d'épuisement peu après leur arrivée à Saint-Louis. Lorsque Jéricho dévoile son œuvre aux alentours 3 ans après le drame, c'est un véritable raz-de-marée d'émotions qui l'accompagne. Certains sont admiratifs devant la maîtrise technique et l'expressivité des corps. D'autres sont choqués par la brutalité de la scène. Mais quoi qu'il en soit, cette toile ne laisse personne indifférent. En ce qui concerne la composition artistique de cette œuvre, nous pouvons dire les points suivants. Le tableau s'inscrit dans le style du romantisme français, caractérisé par un coupe de pincelage et des contours sans précis. Il est à grande échelle, environ 5 mètres de haut et 7 de long. Cela permet la visibilité de chaque détail représenté dans la peinture. La technique du clair-obscur est utilisée pour donner de la profondeur et souligner l'intensité émotionnelle de la scène. Sa composition est asymétrique. Jéricho représente un désordre intentionnel pour refléter le chaos et le désespoir de la situation dans laquelle les gens luttent pour survivre dans des situations extrêmes. Il a 2 plans, les radeaux et les passages du fond. Sur le plan du radeau, les figures centrales sont structurées en forme triangulaire sur une base instable qui est la mer. Cette ressource est utilisée pour guider le regard du spectateur vers les figures humaines au centre du radeau. Cela aide également à équilibrer la composition et à créer un sentiment de stabilité visuelle dans les chaos représentés. Il y a une ligne qui part du cadavre de la gauche avec les jambes dans l'eau et monte jusqu'à les marins qui agitent un chiffon en direction du bateau qui vient à leur secours. Le sens ascendant de la ligne marque la succession de sentiments éprouvés par les naufragés, du désespoir dans les figures en bas à gauche à l'espoir dans les figures en haut à droite. Les regards dans des figures représentées orientées le spectateur vers différentes parties du tableau. Certains regardent vers l'horizon à la recherche et d'espoir, tandis que d'autres regardent vers les bases ou sur les côtés, avec désespoir et épanouissement. Jéricho a peint le bateau qui vient le sauver par la mer d'une taille peu perceptible à première vue. Si nous observons la voile du radeau, nous pouvons observer que le vent souffle dans une direction opposée au bateau. Symboliquement, le vent souffle vers la mort. Enfin, le palette de couleurs est très réduit. La plupart sont de tons chauds qui produisent
une impression dramatique d'angoisse et de détresse. Cependant, il y a un élément qui se distingue du reste par sa couleur. Il s'agit de la couverture rouge portée par les vieil homme qui tient un cadavre à la main, en vase à gauche du tableau. En résumé, la composition de le radeau de la Méduse est une combinaison très élaborée d'éléments visuels qui travaillent ensemble pour transmettre l'intensité émotionnelle et la tragédie de l'événement représenté, tout en démontrant également la compétence technique et artistique de Théodore Géricault. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation sur l'étoile. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grandes œuvres d'art. Au revoir.